Ok, bon, bonjour à tous. Voilà, donc je vous parle de la vallée de la Tête, qui est un fleuve côtier, un petit fleuve côtier de la façade orientale des Pyrénées. Son bassin versant couvre environ 1400 km², de la haute chaîne axiale au fossé néogène du Roussillon. Il abrite toujours un système de terrasses étagées caractérisé par une très belle continuité des raccords topographiques sur une centaine de kilomètres, donc jusqu'à l'intérieur de la haute chaîne axiale, ce qui est loin d'être fréquent, puisque concernant les Pyrénées en particulier, sur la façade nord comme la façade sud, la plupart des vallées en fait, ont été occupées par de grands organismes glaciaires, enfin des organismes glaciaires suffisamment étendus pour atteindre le piémont ou quasi le piémont. Donc en fait, on a un enregistrement des terrasses fluviatiles seulement en position de piémont ou d'avant-pays. Par contre, sur la Tête, on a un enregistrement continu des terrasses fluviatiles jusqu'à l'intérieur de la montagne, et c'est ce qui fait vraiment l'intérêt de ce bassin versant. Voilà, donc ce système de terrasses résulte de cycles à gradation-incision qui sont fondamentalement d'origine climatique, et on a des preuves, d'une part, alors je ne suis pas très habile avec ça, donc on a des preuves d'une part en amont, puisque en amont les nappes fluviatiles sont raccordées topographiquement aux constructions morainiques, donc a priori les aggradations sont des aggradations de période froide. Des preuves également en aval, puisque les basses terrasses et terrasses moyennes dans le secteur de Perpignan plongent sous les alluvions holocènes de la plaine, puis passent sous le prisme holocène de haut niveau marin avant de se raccorder au large à des nappes graveleuses. Nappes graveleuses qui sont elles-mêmes raccordées à des prismes sableux, littoraux, situés actuellement entre 20 et 40 km au large, et qui ont fait l'objet de datation par carbone 14 en plein dans le Wurm. Alors, des travaux plus récents, localisés plus au large aussi, sur la plateforme continentale moyenne et externe, ont révélé l'existence de 5 séquences régressives qui sont séparées les unes des autres, donc on les voit ici, ces séquences régressives, qui sont séparées les unes des autres par des surfaces d'érosion façonnées notamment par de l'incision fluviale en période de très bas niveau marin. Donc en fait, cette incision fluviale de période froide, d'origine statique, donc, s'exprime principalement, en fait, s'exprime strictement sur la marge externe de la plateforme continentale. Et quand on est à terre, en fait, les cycles à gradation-incision, donc eux sont fondamentalement d'origine climatique, et le déboîtement en système de terrasses étagées, en fait, est la traduction directe des mouvements verticaux de la croûte terrestre à l'échelle régionale, et c'est ce qu'on va exploiter dans ce travail. Voilà, donc sur la Tête, 5 niveaux de terrasse, nommés T1 à T5 du bas vers le haut, ont été individualisés sur la base de critères relatifs, comme l'état d'altération, les types de sol. Donc, je vous présente ici quelques images très rapidement, juste pour que vous puissiez visualiser les faciès. Donc, sur la première image, la basse plaine holocène et historique. Un petit peu plus en aval, vous avez notamment les chapelles romanes enterrées. Donc, il y a un alluvionnement historique en Roussillon. Ici, le niveau T1, très peu altéré. La nappe T2, avec donc des états d'altération plus avancés. Quand je monte dans le système, ici le palier T3C, et puis là, tout un échantillon d'images sur les niveaux 4 et 5, qui sont d'ailleurs associés à de forts enrichissements en quartz qui montrent une fonte sur place de ces nappes alluviales. Donc le travail original qu'on présente ici, c'est la première série de datations numériques acquises sur ce système de terrasse.
Alors cette série de datations, elle est composée de 15 datations ESR réparties sur 9 sites d'échantillonnage qui couvrent l'ensemble de l'étagement. Et sont associés à ces datations ESR 3 profils verticaux de TCN, donc du beryllium 10 produit in situ, associés exactement au même site d'échantillonnage que l'ESR. Alors concernant les profils verticaux, on n'a pas trop de temps, seulement 10 minutes, donc je vais passer rapidement et juste vous montrer les graphes, ici les 3 graphes temps d'énudation de ces profils qui montrent une distribution des solutions acceptables. Voilà, vous avez les points jaunes et les points bleus qui montrent les meilleures solutions sur le plan statistique. Et donc une distribution verticale qui montre qu'on a des profils en état de steady state. Donc la concentration en TCN a atteint un équilibre dynamique sur ces profils et du coup on ne peut les exploiter seulement qu'en termes d'âge minima. Donc on va passer directement aux datations ESR. Sur cette image, donc, vous voyez qu'on a privilégié l'échantillonnage de lentilles de sable. Les nappes de la tête sont des nappes très graveleuses. Hein, et on a quand même pu exploiter, donc avoir des datations ESR grâce à ces lentilles de sable qui sont assez systématiques, en particulier dans la plaine du Roussillon. Pour le protocole de traitement des données, c'est un traitement qui est assez classique. Là aussi, je ne détaillerai pas, mais il y a les spécialistes dans la salle avec la détermination de la dose annuelle sur le terrain et aussi en laboratoire, détermination de la dose équivalente ou paléodose à partir de la méthode de l'addition. Voilà, donc je passe aux résultats. Et à part le niveau T5 de Canet qui montre des âges très dispersés, ben finalement on observe un trend relativement cohérent avec un âge autour de 1,1 million d'années sur le niveau T5 qui est très bien daté, qui est très bien daté à Villefranche, sur un niveau alluvial ici, localisé exactement dans le prolongement topographique d'une galerie épiphéatique qui contient des âges d'enfouissement datés par enfouissement, je viens de le dire. Donc le couple aluminium-beryllium. Donc les âges d'enfouissement dans la galerie épiphéatique sont entre 1 million d'années, 1,1 million d'années à ce niveau. Donc on a des âges cohérents et même des éléments plus précis, plus détaillés sur les âges ESR sur la nappe fluviatile. Donc on est quand même assez content de ce résultat qui est bon sur le plan analytique, puisqu'il nous dit que les plus hauts niveaux du Roussillon, donc ce niveau T5, est antérieur au grand cycle climatique de 100 000 ans de la deuxième moitié du Pléistocène. Pour le niveau T4 et le niveau T3b, ben, on a des marges d'erreur qui sont relativement large et finalement on n'a pas la possibilité de désigner précisément à quel stade, au cours de quel stade isotopique ces nappes se sont mises en place. Par contre, sur le niveau T3b, là on a un âge ESR qui est bon sur le plan analytique, vous avez ici le graphe, et qui nous dit que, bon, vous avez la valeur numérique qui est ici, qui nous indique donc une mise en place de cette nappe pendant le MIS 10. Et puis on est assez content également, bien qu'au niveau des aspects analytiques de l'ESR, ça soit un petit peu moins bon. En tout cas, c'est cohérent avec l'état d'altération, avec la position de cette nappe dans l'étagement. Donc un âge MIS 6 sur T2, même s'il y a sans doute encore des choses à faire pour préciser ces choses-là. On a tenté de l'ESR également sur la nappe vurmienne, mais sans résultat vraiment concluant, et apparemment sans réelle surprise, puisqu'il semble que l'ESR ait tendance à maximiser les âges sur ces dépôts récents. Voilà, donc sur ces bases, et bien sur ces bases, on s'aperçoit qu'on n'a pas vraiment la possibilité de discuter la temporalité des cycles climato-sédimentaires. Par contre, on a vraiment la possibilité de contraindre les changements de rythme dans le temps, mais aussi la variabilité spatiale, montagne versus piémont, de l'incision depuis
1 million d'années. Donc vous voyez par exemple sur cette diapositive que dans la haute vallée, l'incision postérieure au niveau T5, donc l'incision depuis 1,1 million d'années, est 3 à 4 fois supérieure à l'incision qu'on relève sur le piémont. Et cette variabilité spatiale donc, traduit la poursuite d'un mouvement de bascule est-ouest jusque dans le courant du Quaternaire, jusque depuis 1 million d'années. Alors, rapidement, d'autres éléments pour vous dire que à partir de là, alors, ce phénomène de bascule est-ouest, en fait, j'ai le panneau là qui me dit dépêche-toi et ça me stresse un peu. Alors, donc, ce phénomène de bascule est-ouest, on l'observe à une échelle de temps plus large dans le Pliocène, à travers la pente de la transition marin continentale dans le Pliocène. Et le Pliocène qui est à l'affleurement ici, on est dans le Zancléen. Alors, ce qui est intéressant, c'est de prolonger vers l'amont la pente de ce marqueur lithostratigraphique qui permet d'estimer la valeur de l'uplift au droit du col de la Perche, donc dans la partie haute de la vallée, depuis 5,3 millions d'années, la base du Zancléen, à quelque chose autour de 750 à 800 mètres. Et ce qui est intéressant aussi de signaler, c'est que il y a toute une série d'éléments qui nous montrent une accélération de ce mouvement de bascule est-ouest dans le courant du Quaternaire depuis 1 million d'années et plus encore au cours des quelques centaines de millénaires de la deuxième partie du Pléistocène. Donc je passe sur cet élément qui montre que dans le Pliocène, en fait, on a dans un premier temps une tendance à la gradation des prismes pliocènes sur la plateforme, et à partir du Géasien et tout au long du Pléistocène, on est plutôt dans de l'aggradation. Donc progradation, aggradation, ça montre une accélération du basculement est-ouest. Et puis, on peut évidemment utiliser la géométrie des profils en long de terrasse et la géométrie également des pédiments finis néogènes qui dominent les plus hauts niveaux. Et vous voyez, donc, on a une accélération depuis 1 million d'années qui est de l'ordre de 2 à 3 par rapport à ce qu'on a sur toute la durée de la fin du néogène. Donc cette accélération, on l'observe également en plaine, bien que dans la mesure où on se rapproche du tilting point, les décalages soient moins importants. Donc je passe maintenant à la conclusion pour vous montrer cette carte qui synthétise l'ensemble des données chronologiques sur système fluviatile à l'échelle des Pyrénées. Donc vous voyez qu'elles commencent à être relativement nombreuses, suffisamment nombreuses pour proposer une corrélation régionale. Voici celle qu'on vous avance avec donc une remodélisation de l'ensemble des profils TCN qui ont été actuellement publiés dans les Pyrénées et qui permettent de dire finalement que les tendances relevées sur la tête se retrouvent sur les deux façades de la chaîne pyrénéenne, même si sur la façade sud, donc côté Èbre, les taux d'incision sont toujours un cran au-dessus de ce qu'on observe sur la façade nord. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci Magali. Alors, est-ce que cette histoire des nappes pyrénéennes va plus vous susciter des questions? Oui. Ouais, je ne veux pas parler des nappes pyrénéennes, moi je vais parler des conséquences que ça peut avoir, ce basculement, sur tous les travaux du niveau de mer là, de Rabineau que tu as pu montrer. Est-ce que ce basculement pourra avoir comme effet de surestimer les bas niveaux marins Pléistocène, comme elle l'a fait, ou... en quoi ce basculement, puisqu'il a l'air assez significatif quand même? Mais dans les travaux de Rabineau, justement, ils utilisent les dépôts qui sont sur la plateforme continentale pour, avec ce type de marqueur, quantifier aussi ce phénomène de bascule. Donc c'est intégré. D'ailleurs, ils utilisent en particulier ces surfaces d'érosion qui sont entre les différents prismes, mais ils intègrent les phénomènes de subsidence pour... voilà. Donc c'est un marqueur qui est utilisé et connu. D'accord. Mais ça s'ajoute au phénomène de subsidence de la marge, ou c'est la même chose au final, tout ça?
ce que vous montrez là est Alors, évident le sur- phénomène de basculement, donc j'ai pas du tout parlé des moteurs, mais en fait, d'abord, c'est très difficile de les discriminer, les moteurs. On en voit 3 potentiellement. D'abord, le poids des sédiments sur la marge, d'une part, l'allègement par érosion de la montagne, d'autre part, et puis également des phénomènes profonds. Ouais, bien sûr, ouais. Voilà. Alors, après, discriminer le poids de ces différents moteurs, c'est compliqué. Profond, vous voulez dire tectonique? Oui, 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 d'origine interne. Est-ce que vous arrivez à identifier des failles potentiellement Ah oui? qui contrôlent Alors, disons, les décalages dans les profils? voilà, j'ai pas du tout parlé de ça, mais bon, en fait, on voit, il y a effectivement sur T5 ce marqueur géomorphologique qui est ce paléoprofilant de rivière est cassé. Donc en plusieurs endroits, notamment sur le site des Orguedilles qui est connu, hein, où il y a des failles qui affectent le Pliocène et qui décalent également la nappe T5. On peut se poser des questions également sur un décalage du niveau T5 rive droite et rive gauche dans la partie aval, notamment les nappes de Canet qui sont beaucoup plus basses. Voilà. Donc ça, c'est sur T5. Et puis on a également des indices dans T2. Donc là, on est plutôt à l'intérieur de la montagne, dans le secteur de Thuès, où il y a donc vraiment un lien avec la faille de la tête hein, qui passe dans ce secteur, un épaississement tout à fait anormal de cette nappe T2 qui pourrait être lié à des rejeux donc tout à fait récents. Voilà. Et puis par ailleurs, les tectoniciens, donc des indices de tectonique pliocène et quaternaire, il y en a toute une série hein, régionalement. Voilà. Et après, on peut regarder sur une carte la géométrie des nappes alluviales dans le bassin, et on voit que c'est pas du tout un système qui est parallèle, avec donc ça traduit ça des changements de tracé finalement en fonction du phénomène de bascule dans le fossé du Roussillon. Je vais juste poser une dernière petite question. Tu as parlé de raccords géométriques entre les systèmes fluviaux et les moraines oui. en amont. Oui. Est-ce que vous avez daté les moraines en même temps que... Alors les moraines, on les a datées avant. Hein. Moi, au départ, je travaillais plutôt en contexte glaciaire. Et bon, les belles moraines construites qu'on a, c'est la dernière avancée. Elle est du LGM, mais on a parfaitement renseigné que le maximum en fait dans les Pyrénées, sur les différentes façades, c'est plutôt un Wurmansien, plutôt dans le MIS4. Et une spécificité de la partie orientale de la chaîne, c'est qu'au LGM, il y a un retour très important des fronts glaciaires qui atteignent quasi l'expansion du MIS4. Voilà. Alors que vers l'ouest, il y a un décalage entre les emprises LGM et les emprises MIS4. Merci. Donc,